bienvenue à tous les deux. Alors je trouve ça intéressant parce que tout à l'heure j'avais un panel avec des marques où on se dit naturellement en termes d'ADN c'est plus facile, ou en tout cas voilà, elles ont des sujets assez fun, des ADN de marques assez fun, et c'est vrai qu'on pourrait se dire comme ça tout de suite qu'est-ce que je vais aller faire sur le Facebook de La Poste ou Twitter, à part peut-être aller les quelques malheureuses fois où à la limite un colis pourrait être en retard, donc plutôt sur une logique SAV. On pourrait se dire la même chose pour BNP Paribas Cardiff, en se disant que c'est pas forcément voilà, le premier lieu de contact, et pourtant, alors déjà La Poste, si vous y allez aujourd'hui, vous allez voir que le compte a été Star Warisé, parce qu'il y a quand même un beau dedans. Partenariat avec La Poste. Parce que je sais pas si vous en avez parlé encore ce matin. Je suis là depuis ce matin. Mais non, pour le moment on a été raisonnable. Voilà. Ça c'est les produits de La Poste derrière. Il y avait l'équipe tout de suite qui nous a proposé un petit shooting tout à l'heure avec des masques sur la même thématique. Mais c'est vrai que voilà, en tout cas c'est des domaines importants. Enfin le courrier, enfin La Poste, c'est aussi une partie banque. La banque, on parle d'argent, donc c'est quand même des sujets sérieux, mais impliquants. Donc quand on parle d'expérience client, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une bonne révolution à La Poste. On sent que même dans les bureaux, ça a beaucoup changé, les bureaux de poste par rapport à il y a quelques années. Mais voilà, comment on aborde un peu cette expérience client quand on est La Poste ? Déjà, on parle quoi ? Une marque en ligne ? Enfin, vous avez pris un parti pris un peu spécifique à La Poste. Oui, alors les gens, ce qui est important de dire quand même, c'est que vous avez tous une expérience avec La Poste. Donc nous, c'est un avantage par rapport à d'autres, c'est qu'au quotidien, ou en ligne, ou en réel, vous avez... Là, je mangeais ce midi pendant le cocktail, et il y avait un facteur qui venait à livrer un colis. Donc en permanence, vous voyez les voitures de La Poste, il y a 17 000 points de contact, 260 000 salariés, donc vous avez toujours une expérience avec La Poste. Donc déjà, naturellement, vous avez cette expérience sans faire d'effort de notre côté, bonne ou mauvaise, après c'est à vous de choisir. Notre job, c'est effectivement d'avoir cette vision globale de l'entreprise. Par rapport à ce qu'on se dit tous depuis ce matin, c'est important de rappeler que les médias sociaux, c'est bien, mais c'est forcément un des piliers de l'entreprise, et ça s'intègre dans une stratégie globale de l'entreprise. Donc nous, c'est effectivement ce cas-là où j'avertis une direction de l'expérience client, et cette direction de l'expérience client, elle contient les canaux numériques, donc le site internet, la partie laposte.net, le mobile de tablette, et puis les médias sociaux, et on concourt ensemble à développer cette expérience client au quotidien auprès de nos clients. Donc ça, c'est aussi ce point-là qui est toujours de rappeler, c'est qu'on n'est jamais seul, on doit tous faire ensemble, et cette expérience client, elle est ce qu'on appelle chez nous le phygital, elle est expérience aussi bien d'une manière physique que d'une manière numérique, et il faut qu'elle soit équivalente lorsque vous le souhaitez. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui choisissons le point de contact, c'est vous qui choisissez, si vous voulez, au bureau de poste, sur le mobile, sur les tablettes, sur le site, et il faut qu'on ait effectivement cette communication globale pour l'ensemble des personnes. Alors il y a une communication globale, mais par exemple sur Twitter, elle est assez incarnée. C'est quoi le parti pris Alors elle est assez incarnée parce que j'ai été en plus pendant des années derrière Lisa La Poste. Donc quand je venais il y a quelques années, j'ai fait mon coming out de transsexuel numérique. La vraie pour ceux vérité. Qui sont, quand je sors généralement, on me rappelle toujours ce moment de vérité où j'ai dit que c'était un homme qui gérait Lisa La Poste. Donc maintenant je vous rassure, c'est une équipe. Il y a aussi des filles et des garçons. Il n'y a pas que Lisa et plusieurs. Voilà. Et maintenant nous sommes plusieurs derrière. En tout cas, alors c'est pas l'alarme, c'est bon. C'est bon, c'est un son. Bon, en tout cas, c'est rien de grave. Voilà, non, mais c'est des petites surprises comme ça pendant la effectivement, journée. donc Lisa La Poste incarne depuis le début, mais c'est aussi une volonté de sortir un peu, parce qu'à chaque fois qu'on avait je croyais que Perle a retrouvé son portable. Voilà. Voilà. Donc c'est la bonne nouvelle. C'est un bon moyen de retrouver son portable. Et donc par rapport effectivement à Lisa, qui était vraiment le compte le plus connu, on a bien évidemment élargi totalement notre communication. Depuis le début, on est présent depuis 2009, et chaque année on travaille justement à une nouvelle stratégie. Mais c'est aussi, je ne l'ai pas beaucoup entendu, je voulais le rappeler aussi, c'est que la stratégie médias sociaux à La Poste, elle doit être vraiment, et en tout cas d'une manière générale, elle est sur le long terme. Depuis le début, on essaye de progresser avec nos clients, en écoutant nos clients, en adaptant notre stratégie en fonction des attentes de nos clients.
clients. Et en aucun cas, on s'est dit, tiens, on va aller là, parce que là, tout le monde nous dit d'y aller. L'intervenant précédent disait effectivement qu'ils étaient partis en se disant, voilà, tout le monde y est, il faut qu'on y aille. Nous, on est vraiment partis en écoutant d'abord nos clients, en écoutant les thématiques de nos clients, en se disant, voilà, si on veut les adresser, il faut aller d'abord sur Facebook et sur Twitter. Et de là, maintenant, on est beaucoup plus présent sur les médias, par exemple, pro, comme LinkedIn, par exemple, ou sur les plateformes vidéo. Mais c'est vrai que c'est aussi intéressant d'évoluer avec nos communautés. Alors justement, Benjamin, il faut écouter, mais il faut aussi parler. De quoi on parle quand on est une banque sur les réseaux sociaux, quand on a un acteur maintenant on dit de la fintech, ça a l'air vachement plus cool. Alors, la question elle se pose encore plus quand on est la compagnie d'assurance d'une banque aussi forte que BNP Paribas. Et en plus, qui a un modèle qui est B2B et en marque blanche. Donc déjà la question qui se pose au départ, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire que je communique et je devienne connu ? Et si oui, pourquoi ? Donc il y a quelques années, on a entrepris une démarche de présence et de visibilité sur les médias sociaux, parce qu'on s'est aperçu aussi que notre paradigme avait changé, c'est-à-dire que nos réseaux de distribution actuels avaient besoin de nous connaître. Et pour se faire connaître, il fallait être présent sur les réseaux sociaux. Une autre chose aussi, et ça a été aussi l'intérêt fort de notre présence, c'est que ça a été aussi un moyen pour nous de mieux connaître notre client. Dans notre modèle de distribution qui passe par un intermédiaire de distribution de type bancaire ou retail, on a une vue de notre client qui, je dirais, une connaissance qui est assez indirecte. Et les réseaux sociaux, de manière générale, ont été un moyen pour nous de raccourcir cette chaîne et d'avoir des insights de la part de nos clients beaucoup plus directs, beaucoup plus forts, qu'on peut nous capter. Donc on a été dans cette logique-là de construction d'une connaissance client beaucoup plus forte via les médias sociaux. Alors surtout qu'il y a quand même une spécificité, c'est que là en plus vous êtes présent à l'international. J'ai regardé Twitter, vous avez je sais pas combien de comptes. On est présent dans 36 pays, on a 95 comptes sur les médias sociaux. C'est pas en France qu'on est les plus actifs. J'espère que tu es pas tout seul. Non, on est. Moi, j'ai une équipe de 5 personnes avec qui je travaille au niveau du siège, et on est une quarantaine dans le monde à s'occuper de l'ensemble de ces sites, plus des réseaux associés d'agences. Un vrai boulot de gouvernance, j'imagine. Absolument. Moi, je travaille au niveau international, et mon rôle est effectivement de faire cette gouvernance, et je mets en musique la visibilité de la marque et la captation de tous ces insights. En collaboration avec toutes les directions transverses, marketing, com, etc. Donc on est présent de manière assez large sur à peu près dans une vingtaine de pays de manière active, sur 95 comptes sur les médias sociaux, avec quand même des enjeux de factorisation maintenant et de consistency, donc de réunir la marque sur des bannières uniques, notamment sur Facebook. Sur Twitter, c'est assez difficile à faire. Et l'objectif étant de intervenir dans l'expérience du client, soit dans des phases d'acquisition, c'est-à-dire de pouvoir lui poster pour notre compte sous nos marques directes ou pour la marque de nos distributeurs des offres commerciales qui tiennent compte de toutes les informations qu'on peut capter dans les médias sociaux, puisqu'on peut capter des informations sur le sexe, la localisation, certains besoins des personnes de manière assez transparente, et on peut donc construire des messages d'acquisition basé sur ces informations-là. Et de l'autre, en bout de chaîne, par contre, intervenir sur des cas qui sont majeurs en assurance. Je ne sais pas s'il y a des assureurs dans la salle, mais ils vont comprendre ce que je veux dire. C'est que souvent, les clients des assurances parlent de leur assureur au moment où les sinistres ont eu lieu et s'expriment majoritairement sur des forums ou sur médias sociaux à un moment où ils ont vraiment besoin d'une réponse immédiate, claire et tangible de la part de l'assureur. Et c'est là-dessus qu'on intervient, sur 2 angles. La première, c'est l'immédiateté des réponses. Il peut y avoir des cas vraiment urgents sur lesquels on a besoin de répondre. Et réorientation vers des supports clients, de manière à pouvoir rendre le service de manière immédiate. Quand est-ce que vous lancez le diagnostic sur Periscope pour le client à l'autre bout de la chaîne ? On étudie toute l'utilisation potentielle des réseaux sociaux. On est actif sur des réseaux assez traditionnels comme Facebook, Twitter, YouTube, principalement pour du branding ou de l'écoute. Après, on lance des expérimentations suivant les marchés sur des choses qui sont notamment orientées messagerie comme Snapchat, WhatsApp, et pourquoi pas Periscope pour de la diffusion ou même de l'éducation même de nos clients sur certaines thématiques. Alors justement, tu parles de plusieurs pays. Est-ce que tu as peut-être une anecdote à partager sur un peu les différences que tu as pu voir ? Parce que finalement, on voit certaines plateformes qui sont sur tous les pays, mais les usages et maturités ne sont pas toujours les mêmes. Est-ce que tu as une petite anecdote un peu de quelque chose qui a marché, pas marché entre 2 cultures ou 2 pays différents ? Déjà, l'usage de base des réseaux sociaux n'est pas totalement le même si c'est le même qui est à disposition. Je prends un exemple.
Sans caricaturer, mais par exemple en France, sur Facebook, vous allez être plutôt dans un partage amical et familial. Vous allez suivre des marques parce que vous êtes fondamentalement fan, mais vous n'allez pas avoir le même relationnel avec ces marques-là que ce que peut avoir par exemple un internaute brésilien qui va utiliser Facebook comme sa page par défaut. C'est un peu comme Yahoo il y a quelques années ici en Europe, où il va tout faire, dont agir, voire même acheter avec les marques de manière beaucoup plus fluide et sans se poser de questions. Donc ces leviers-là, il y a des choses qu'on peut activer beaucoup plus facilement sur certains marchés que d'autres. Et donc on arrive à créer des expériences beaucoup plus sophistiquées d'intermédiation et d'acquisition de clients sur ces marchés-là, parce que ces internautes-là n'ont pas été, je dirais, soumis à la première vague de la culture digitale, d'utilisation d'Internet sur le PC. Sur le mobile et via les médias sociaux, ils seront beaucoup plus enclins à utiliser les médias sociaux comme un vrai levier de relationnel avec les marques en avant-vente, pendant la vente et après la vente. Alors justement, dans un pays comme la France qui a même connu le Minitel avant tout ça, quand on parle un peu KPI, ROI, j'imagine, voilà, vous êtes encore en expérimentation, etc., mais il y a un moment, il faut bien justifier le temps, les efforts, les moyens. Qu'est-ce que vous prenez un petit peu en compte aujourd'hui comme indicateur Alors, nous en France, on a des actions qui sont beaucoup des actions de branding et d'information. On a des sites avec beaucoup de trafic comme la Retraite en clair ou Génération Care, qui sont des sites d'information sur des thématiques qui sont connexes à nos produits d'assurance. Donc on est dans une vague, je dirais, préalable d'information du client. Et basé là-dessus, on est capable de récolter les grands KPI classiques des médias sociaux, qui sont le nombre de followers, etc., toutes les géolocalisations. Mais surtout, on a maintenant une approche big data, où ces informations-là sont croisées avec des informations qui sont purement du métier de l'assurance, pour créer et alimenter nos propres KPI. Donc on arrive maintenant à croiser ces informations-là et à générer nos propres indicateurs en prenant compte les grands indicateurs classiques de l'assurance, appuyés par des éléments sociaux qu'on est capable de détecter via le digital. D'accord. Donc concrètement, c'est dire finalement, je ne prends pas juste les indicateurs que les plateformes me fournissent, je les utilise, je les reformate à ma sauce par rapport à mes enjeux ou mes indicateurs business. Super. Alors, à La Poste, j'imagine que vous avez un peu de volume. Tu parlais du nombre de postiers tout à l'heure. Comment, on parle d'expérience client, comment on reste humain, on parle d'humain, de personnalisation, de règles. Voilà, comment on peut gérer ça ? Vous avez une armée de community managers ? Et non, pas encore. Comment ça se passe ? Lisa est devenue une multitude ou On a à peu près en volumétrie, tu parlais à peu près 20 000 tweets par mois qui parlent de la Poste et de l'univers postal. Donc déjà, bien évidemment, comme on disait, on ne peut pas répondre à l'ensemble des demandes. Maintenant, c'est arrivé sur cette volumétrie à trouver soit les questions déjà, parce que des fois, les gens n'utilisent pas forcément nos comptes. Donc on essaie de répondre aux questions même lorsqu'on ne s'adresse pas à Lisa La Poste, soit en utilisant le hashtag, ou en proposant éventuellement, donc, parce que l'idée c'est d'apporter de la valeur ajoutée, hein, comme tu le disais. Donc par exemple aujourd'hui, donc, on parle beaucoup de Star Wars de notre côté, et on est aussi, on essaie de rebondir sur tout ce qui se fait autour de Star Wars pour que les gens s'adressent à La Poste aussi et viennent sur nos boutiques pour acheter les produits. Donc c'est comment on arrive effectivement. Alors je pense qu'il y a un point important, c'est que là c'est vraiment le community management, et je me bats avec mes équipes là-dessus, et aussi les web conseillers, puisqu'on a des web conseillers qui vont répondre aux questions. C'est vraiment de garder ce côté envie de discuter, dialoguer et interagir avec nos clients. À partir du moment où on rentre dans un run, j'ai une réponse classique, elle marche bien, je vais l'envoyer, forcément ça va se sentir. Et il y a quelques années, on avait mené une étude sur le sujet avec Lisa La Poste, sur Lisa La Poste, et on s'est aperçu que le client, lorsqu'il dialoguer avec Lisa La Poste en messagerie privée, en DM, le client avait l'impression qu'il y avait une attente supplémentaire que lorsqu'il est passé par le téléphone. Alors c'était pour nous un peu étonnant, parce qu'on se dit toujours on est totalement dématérialisé et anonyme un peu, et en fait c'est l'inverse. Quand on passe sur les médias sociaux, nos clients ont l'impression qu'on va chercher des informations beaucoup plus profondes dans la relation client. Donc c'est essayer de garder cette passion au quotidien, c'est pas simple, mais c'est essentiel vis-à-vis de la relation avec nos clients, et je pense aussi vis-à-vis de cette expérience client, c'est de sentir qu'il y a des gens derrière et cette envie de partager avec les gens et de leur apporter de la valeur ajoutée par rapport à ce qu'on dit autour de La Poste.
Alors ce matin, on a vu, il y a les réseaux sociaux, on voit que la partie Messenger va se développer. Alors tous les outils ne sont pas encore disponibles en France. Comment on réfléchit à intégrer ou pas chaque nouveau format ou chaque nouveau canal ou chaque nouveau point de contact? À un moment, on ne peut pas se démultiplier. Ouais. À quel rythme on va? Qu'est-ce qu'on priorise? Alors nous, c'est vrai que sur Facebook, tu le disais, c'est naturellement pas forcément un territoire facile d'expression pour la Poste parce que, comme tu disais, si vous venez, nous très rapidement, au bout du 4e ou 5e commentaire, on va dire où est mon colis. Donc l'idée, c'est quand même plutôt d'apporter des éléments d'information sur une actualité. Mais forcément, nos clients, ils nous attendent justement dans cette relation de proximité. Et ces outils, aujourd'hui, tel donc Messenger dont tu parles, là, on a rencontré Facebook, effectivement, pour être une des premières sociétés pour travailler sur ce sujet-là. Parce que forcément, ça implique une relation privilégiée avec nos clients. Et c'est comment on intègre l'ensemble de la démarche postale dans cette partie-là. Donc oui, maintenant, sur l'éventail, bien évidemment, on ne peut pas aller sur l'ensemble de ces canaux si on veut être en proximité avec nos clients. Et donc, il faut faire des choix. Mais en tout cas, par contre, quand on a pris le choix d'y aller, on est présent et on y reste. Nous, on a toujours pris le parti de se dire on ne va pas tester partout. Et depuis le début, tous les canaux sur lesquels on est allé, c'est des canaux sur lesquels aujourd'hui vous pouvez encore nous retrouver et discuter en permanence avec nous. Alors au-delà des canaux, il y a les formats. Là, je voyais tout à l'heure justement, on parlait de Star Wars, vous avez même fait des petites vidéos. Vous êtes transformé comme Michel Augustin, vous avez tout le monde est pas Jackie et Michel, c'est ça, faut pas se tromper. Voilà. Tout le monde est homme orchestre. Maintenant, vous faites du montage, de la vidéo, acteur. Enfin, comment ça se passe? Alors, on a internalisé comme tout le community management est intégré. Par contre, forcément, on n'a pas forcément toute l'expertise pour notamment sur la partie vidéo. Donc, on passe effectivement par des agences spécialisées dans ces cadres-là. Mais souvent, la démarche, elle est quand même issue du community management, quoi. Donc c'est l'idée effectivement de travailler avec des professionnels sur des opérations. Maintenant la volonté, et je l'ai dit au début de mon intervention, c'est vraiment de travailler sur le long terme, aussi bien avec les agences. On est assez fidèle avec les agences sur la partie social média, notamment sur la partie veille et la partie IRP, parce que forcément c'est une démarche qui se construit sur le long terme et c'est important de rester avec les influenceurs par exemple. On a adressé 300 influenceurs l'année dernière et on souhaite garder en permanence le contact avec ces personnes-là sur plusieurs années pour les faire évoluer sur la connaissance de l'entreprise. D'accord. Benjamin, justement, les formats chez vous, là aussi, est-ce que la vidéo, au-delà, on va dire, de l'interaction, l'engagement, du SAV, du support, donc plutôt en mode texte, j'imagine, voilà, on se dit bien que vous n'allez pas utiliser des lolcats ou des gifs animés, a priori, dans votre secteur, ça va être un peu compliqué. Mais du coup, voilà, est-ce que, par exemple, le format vidéo, c'est quelque chose qui a un sens pour vous, qui peut être utile? Est-ce que, peut-être dans certains pays, moins dans d'autres Oui, il y a eu des expériences notamment au Chili pour certains produits, pour expliquer la pertinence d'un produit ou ce qui peut engendrer comme notion d'obligation ou de droit et devoir donc par rapport à certains tuto, produits. Mais assurance. Donc voilà, donc plutôt sous une optique tutorielle à destination du client final, et qu'on est capable soit de produire pour notre propre marque ou pour le compte de nos partenaires de distribution, et qui sont des contenus qui sont de nature à être très viralisants et qui sont totalement pertinents par rapport aux attentes de contenu dans les médias sociaux. Donc on a déjà fait ce genre d'expérience, et évidemment on utilise aussi ces formats-là plus pour des actions de branding, notamment sur les partenariats qu'on fait avec TEDx Paris, donc là pour des dimensions corporate ou pour n'importe quel type d'événement, parce qu'effectivement le texte c'est bien, l'image, moi je trouve que l'image statique, la photo en dehors d'Instagram commence à être de moins en moins efficace en termes de reach, et que évidemment l'effort est à déporter de plus en plus sur la vidéo. Après il faut trouver des vidéos intelligentes pour vraiment appuyer son message, mais très clairement c'est devenu le challenge qui est de rendre le digital, l'expérience médias sociaux encore plus, je dirais, je vais employer un mot qui date un peu, mais multimédia, dans le sens où elle intègre du son, du vidéo, de l'image, et surtout connecté à des temps d'attention qui sont de plus en plus courts. Et c'est ça, moi, je trouve la difficulté. Pour l'attention. Voilà. Et c'est quand même le gros point, c'est que les gens sont très avides d'informations sur ces supports-là, mais ils veulent y consacrer de moins en moins de temps. Donc la notion de pertinence, elle est encore plus décuplée. Alors, est-ce que spécifiquement dans le B2B, justement, en termes d'expérience client, tu aurais un conseil ou une découverte, une best practice que tu as pu, on va dire, découvrir à travers le temps et toutes ces actions? Sur le B2B, si on envisage ça comme une relation de partenariat, ce qui est le cas de BNP Paribas Cardiff, les enjeux digitaux que nous, on subit en tant qu'assureurs sont ceux que subissent aussi nos réseaux de distribution. Donc dans cette notion-là, nous, on livre plus que le produit d'assurance, on livre dans le cadre de sa commercialisation
tout ce qui va avec, c'est-à-dire ses tactiques de commercialisation, son marketing, dont les éléments de brand content. Donc ça veut dire qu'on intègre la stratégie de brand content et de visibilité en termes de contenu au sens strict, les tactiques d'utilisation en termes de médias, et évidemment, pourquoi pas, jusqu'à aller à réaliser pour le compte de nos distributeurs partenaires des opérations digitales dans les médias sociaux sous leur propre marque, sans que le client final sache que c'est effectivement plutôt nous qui sommes derrière que le réseau de distribution. Wow, donc ça, c'est un point. Demain, ça va devenir un avantage compétitif par rapport au réseau de distribution d'avoir les meilleures capacités de proposer les outils sur ces nouveaux points de contact, quoi. Exactement. Enfin, moi, je suis assez convaincu de ce genre de choses. D'accord. Et Patrice, pour terminer, peut-être une erreur à éviter par rapport à tout ce que vous avez testé pour envie de partager avec d'autres marques? Des erreurs, alors ça serait difficile, mais en tout cas, parce que souvent on en parle peu, on n'en fait pas, et Lisa en fait peu. Non, et moi je crois qu'il y a un point aussi de plus en plus, c'est que les médias sociaux, on pense que c'est gratuit, et c'est encore le cas souvent. Et souvent on fait appel à nous en disant, voilà, maintenant ça y est, on a tout pensé à toi pour la campagne, et maintenant qu'est-ce que tu fais sur les médias sociaux? Et quand je dis, t'as quel budget et tout ça, donc souvent c'est un peu plus compliqué. Donc maintenant les gens ont compris, donc c'est plus le cas, mais en tout cas c'est aussi, et c'est de moins en moins gratuit. Et c'est pour ça que nous on travaille de plus en plus avec le web marketing. Il y a quelques années, c'était des personnes avec qui on ne travaillait pas forcément, mais maintenant on travaille quotidiennement. Alors ils étaient là ce matin justement sur ce sujet-là, parce que Facebook, si tu veux aujourd'hui vraiment cibler, tu es obligé de travailler en permanence sur un minimum de posts sponsor, quoi. Si tu fais que du naturel, effectivement, ça marche, mais l'idée c'est vraiment de trouver les bonnes cibles, le rapporter au bon moment, sur une bonne segmentation, avec le bon prix, parce que l'idée c'est pas de dire voilà, on dépense 2 000 € pour des potes de 2 000 €. Donc c'est vraiment apporter ces éléments-là. Donc l'erreur aujourd'hui, c'est toujours, et je pense que c'est encore le cas, de se dire c'est un effet waouh, je vais prendre les blogueurs, on a parlé des youtubeuses ce matin, tu vas me trouver une super youtubeuse qui va me faire une vidéo, ok, soit, mais c'est quoi la stratégie globale de la campagne? Et en tout cas, comment elle s'intègre dans nous, en tout cas, notre stratégie qui s'appelle la Poste alliée du quotidien. Comment on intègre ça dans cette démarche globale, quoi. Et c'est aussi le job à faire en permanence dans nos grandes structures. Bon, on voit en tout cas, d'abord c'est un travail de fond, on sent des deux côtés, on voit qu'il y a un boulot de gouvernance. Moi ce que j'aime bien, que ça soit effectivement sur des marques qui paraissent comme ça moins sociales par essence, ou celles qu'on a vues avant, dans tous les cas on a l'impression d'avoir des gens passionnés et proactifs. Donc je pense que la leçon c'est aussi de se dire finalement, c'est comme tout, on peut subir les nouvelles choses, ou au contraire forcer un petit peu, prendre un petit peu de risque, expérimenter de manière graduelle et réfléchie. Et je pense que ça montre qu'il n'y a pas de bonne excuse pour ne pas y aller. Après, vous le dites tous, il ne faut pas aller partout, il faut faire des choix. Mais en tout cas, ça montre que voilà, il n'y a pas de secteur où finalement on n'est pas touché, où il n'y a pas des choses à faire. Et puis ça a l'air de bien répondre de l'autre côté client, c'est quand même la base. Merci encore Patrice, Benjamin, et on va passer à la suite.